السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم بريزونطاسيون تاع اي بي اي ديالي بحال كيف ما درتها نهار اللغة. اولا قبل ما نبدا، اللي بغيت نقول لكم هو لاحظوا كيفاش غادي ندوز دي ديابوزيتيف. علاش؟ حيت البريزونطاسيون تاع اي بي اي كنصيفطوها في السيت قبل بزاف من نهار اللغة. وانا فاش كنت كنبريباري لهاد البريزونطاسيون كنت خفت لما يقد زعما خفت لا نسالي قبل من دوك 15 مينوت، دونك بقيت كنعمرها بزاف. اوغ فاش قرب الوقت ديال لوغال وجربت بريزونطي، لاحظت باللي غادي نديباسي 15 مينوت حيت كاين بزاف ما نهضر عليه، ولا الا بغيت نهضر على كلشي ما غنعطيش ليكسبيريونس حقها، زعما ما غنهضرش عليها كفاية. دوكو كنصحكم قبل ما تصيفطوا بريزونطاسيون جربوا قراو بعدا ولا جربوا بريزونطيو داكشي اللي البريزونطاسيون ديالكم. و سينون الا درتو بحالي غير فاش نهار دوزو لي بريزونطاسيون ما تخافوش، الا كانت شي حاجه زدتوها وما عندكم لاش تقولوها غير دوزوها. و بحال انا ما سولونيش علاش دوزت داكشي، دونك دازت عادي. ولكن نتا كون سولوني كنت غادي نقول لهم هادشي وغنقول لهم باللي راه بغيت نركز على شي حوايج مهمين هما ليكسبيريونس، وإلا بغيتوني نشرح لكم داكشي اللي داز ماشي مشكل، نهضر عليه وصافي. وغالبا ما كياخدوهاش نيجاتيفمون، دونك نتمنى يعجبكم هادشي وتستافدوا. وعلى بركة الله نبداو. Bonjour, mon sujet TIPE aujourd'hui consiste en une étude sur la formation des aiguilles de glace, aussi appelées ice spikes. Alors le plan que j'ai adopté est le suivant. D'abord, je vais commencer par une présentation et une problématique, puis je vais prendre quelques phénomènes similaires. On va ensuite étudier le modèle de Bowley-Dorsey, puis établir la théorie là-dessus, et on va voir les expériences que j'ai faites sur ça, et après on va prendre les résultats et les intérêts de ces expériences. Euh, on va commencer par une petite présentation. Alors, ces aiguilles de glace se forment un peu partout. Ils peuvent se former dans des glaçons, dans des bains d'oiseaux, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos maisons. Et la première, le premier papier qui fut publié sur ce sujet-là date de 1921, donc c'est un sujet assez ancien. Et il fut publié par Dorsey dans un journal scientifique. On pose la question suivante. Comment se forment-ils ces aiguilles de glace? On va prendre d'abord l'exemple des flocons de neige qui, qui diffèrent dans le processus de formation diffère de notre cas. Pourquoi? Parce que ces flocons de neige se forment d'abord dans l'atmosphère. Ils commencent à former par un prisme de forme hexagonale sur lequel viennent se déposer des gouttelettes d'eau qui se trouvent à l'atmosphère aussi, et ce qui permet à ce flocon de neige de grandir peu à peu. Or, dans notre cas, l'aiguille de glace se trouve sur une surface liquide, ou bien se forme à partir de cette surface liquide. Du coup, le processus de formation n'est vraiment pas le même. Et sinon, mais par contre, les stalactites de glace, eux, leur formation est assez similaire à notre cas. Pourquoi? Alors, ces stalactites de glace, ils se forment d'abord, par exemple, si l'eau ruisselle ou tombe goutte à goutte à partir d'un toit, par exemple, et si la température est assez basse, on remarque que, ou bien, comme le représente ce schéma, les, le tube, euh, voilà, le tube de l'eau commence à se geler ou bien à partir des bords et vers le centre. Du coup, on remarque que ce tube est creux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau encore non gelée à l'intérieur. Cette remarque-là est assez importante en fait pour pour nos aiguilles de glace, car comme on va voir par la suite. Sinon, pour la gelée blanche et le givre, ils sont différents de notre cas parce que d'abord ils sont mous. Ce n'est pas comme
comme les aiguilles de glace. Ils sont solides. Sinon, le verglas, il se forme sur un objet solide, par exemple ici de l'herbe. Mais par contre, les aiguilles de glace, c'est juste, ils se forment sur une surface liquide. Ou bien, voilà. Donc, ils ne nécessitent pas nécessairement la présence d'un objet, pas comme le verglas. Donc, qu'est-ce qu'il dit le modèle de Boli-Dorsey? Alors, c'est un modèle qui fut publié dans les débuts du XXe siècle et il reste le modèle le plus probable. Et il dit que si on prend par exemple de l'eau dans un récipient et si la température est assez basse, l'eau va commencer à se geler depuis les bords vers le centre. Or, on sait que l'eau se dilate lorsqu'il se gèle. Du coup, l'eau qui est à l'intérieur va être poussée par une certaine pression qui, 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 qui va le faire monter, qui va le faire monter euh, et former un tube sur la surface gelée. Et il continuera à geler et former le tube en même temps. En fait, l'eau, lorsqu'il va monter, les bords de ce tube-là vont continuer à geler et en même temps, il y a de l'eau qui monte, etc. Du coup, pour que ça se réalise vraiment, il faut avoir des conditions optimales. C'est pourquoi on ne voit pas ces aiguilles de glace n'importe où. C'est pourquoi c'est pas très fréquent. Et voilà. Et alors là, on peut se demander pourquoi est-ce que l'eau qui est à l'intérieur de ce tube-là ne se gèle pas? Pourquoi est-ce qu'il se gèle seulement vers les bords de ce tube? Alors personnellement, je crois que c'est à cause de l'évaporation de l'eau. Car par exemple, les molécules qui sont les plus agitées, ou bien les molécules de l'eau qui sont agitées par rapport à ceux de l'air, euh, et qui se trouvent sur les bords vont essayer de se libérer en cassant leur liaison avec les autres molécules. Ce qui va baisser la température de, 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 de l'eau qui se trouve sur les bords. C'est pourquoi l'eau qui se trouve sur le bord se refroidit plus rapidement que celui qui est à l'intérieur, ce qui engendre que les parois se forment plus rapidement que la congélation de l'eau à l'intérieur. Donc, pour la théorie, j'ai pris un modèle très simpliste euh, qui s'éloigne qui s'éloigne beaucoup de la réalité pour deux raisons. D'abord, je n'ai considéré qu'une seule dimension. J'ai pris l'exemple du lac gelé. C'est un exercice classique en thermodynamique. Bon, je n'ai considéré qu'une seule dimension, mais en plus, j'ai supposé que la température de l'air, de la glace et de l'eau sont uniformes, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Ce qui donne des résultats logiques à qui, personnellement, je m'attendais à avoir ce résultat. Mais les résultats expérimentaux, en fait, ils sont assez surprenants. Ils vont pas du tout avec ce modèle. Alors, j'ai appliqué la loi de Fourier, l'équation de chaleur. Voilà, et en supposant que S point est assez faible, j'ai supposé que l'eau ne gèle pas, ou bien se gèle assez lentement. Du coup, S point est assez faible. Pour avoir que voilà, la dérivée seconde de G est nulle, en appliquant les conditions limites, finalement j'obtiens ça. La vitesse de la congélation est proportionnelle à 1 sur racine de t. C'est logique, pourquoi? Parce que bah, normalement, au début, il y a une grande vitesse de congélation et au bout du temps, ça a tendance de diminuer jusqu'à ce que ça finisse par s'annuler lorsque tu es vers l'infini.
Donc, je m'attendais à de tels résultats expérimentaux. Or, l'expérience a montré, on peut dire le contraire. Mais bon. Bon, quelles sont les expériences que j'ai faites? Il y a d'abord, j'ai essayé de mesurer la vitesse de croissance de l'aiguille de glace. Puis, j'ai essayé d'étudier l'effet de deux paramètres, la salinité et la température dans le réfrigérateur. Je m'excuse pour l'erreur qu'il y a dans le diapo. J'ai pas étudié l'effet de la température initiale, mais plutôt la température qui règne dans le frigo. Voilà. Donc voici quelques photos que j'ai prises. J'ai fait les expériences chez moi. Euh, le matériel, bon, voici, je vais commencer par les photos. Voici quelques aiguilles de glace que j'ai réussi à obtenir. Voilà. Et sinon, le matériel que j'ai utilisé consiste en un thermomètre pour mesurer la température initiale, une caméra Elephant 4K pour pouvoir visualiser. Bon, elle est liée au téléphone par Bluetooth pour pouvoir visualiser ce qui se passe à l'intérieur du frigo directement. Et sinon, pour enregistrer l'évolution. Et plus il y a la lampe de poche pour garder la lumière à l'intérieur du frigo, car si je ferme la porte, il n'y a plus de lumière. Voilà. Bon, les résultats que j'obtiens sont les suivants. On remarque que la vitesse en fait de la croissance de l'aiguille de glace, elle, elle croît, ce qui est contraire à ce que je m'attendais. Alors, en essayant d'expliquer cela, je peux dire que peut-être cela a une relation avec la surface de l'eau non encore gelée. Car à ce qu'on remarque, le diamètre du tube de glace, il diminue, il diminue au cours de temps. Du coup, la surface non encore gelée, elle diminue au cours de temps. Du coup, l'eau, il prend moins de temps pour être gelée. Ce qui explique l'augmentation assez considérable vers la fin. Et puis la chute vers la fin peut être, bah, c'est simplement l'arrêt de la congélation et la fermeture du tube. Voilà. Pour la salinité, euh, on peut dire que plus il y a des impuretés dans, dans l'eau, ici les impuretés sont le sel, bon, et plus cela va encombrer la formation des aiguilles de glace. Pourquoi? Une raison possible peut être bah, que les molécules de sel viennent empêcher la montée de l'eau dans le tube. Ou bien ils encombrent simplement la congélation de ce dernier. Du coup, l'idéal serait d'utiliser de l'eau distillée. Et sinon, à propos de la température du frigo et non pas la température initiale, on remarque d'abord qu'il n'y a pas de valeur entre 0 et moins 13 degrés Celsius. Alors, pourquoi? Parce que mon frigo, qui est chez moi, c'est juste un frigo commercial, et il ne permet pas de... il ne peut se régler que sur des températures allant de moins 13 degrés Celsius et plus bas. Du coup, c'est les seules valeurs que j'ai pu travailler avec. Mais sinon, on peut voir clairement que plus la température baisse et plus le, l'eau se congèle plus ou bien plus rapidement de manière qui ne laisse plus le temps au tube de se former, quoi. C'est, c'est pourquoi il n'y a aucune chance pour les aiguilles de glace de se former. Voilà. Et bon, voici quelques incertitudes que je citais. Et il y a d'abord l'abaissement du température dans le frigo toutes les 1 heure, 2 heures. Moi, j'ai pas tenu ça en considération car je ne sais pas quand est-ce que la température basse baisse dans le frigo.
Et sinon, il y a aussi les turbulences d'air causées par les ventilateurs du congélateur. L'eau n'est pas tout à fait distillée et il y a aussi l'incertitude sur la concentration du NaCl. Et puis l'inhomogénéité dans la température dans le même récipient d'eau. Par exemple, lorsque je mesurais la température initiale de l'eau, je ne suis pas sûr si la température est la même dans toute l'eau. Bon, pour la conclusion et l'ouverture, il y a d'abord le rejet de plusieurs hypothèses entourant la formation des aiguilles de glace. Ce n'est pas à cause de la condensation, ce n'est pas à cause d'une fracture dans la surface gelée, ni à cause de causes extérieures au cube de glace. En fait, tous les résultats expérimentaux qu'on a obtenus ici supportent le modèle de Broglie-Dorset. Euh, j'ai pu aussi avoir quelques conditions initiales, idéales pour la formation des aiguilles de surface. D'abord, il y a une température de moins 7 degrés, de l'eau distillée, une température initiale dans l'intervalle moins 17 et moins 10 degrés. Puis en guise d'ouverture, le mystère des aiguilles de glace est loin d'être résolu. On ne sait pas encore par exemple ce qui contrôle le moment du début de la formation d'une aiguille de surface, le diamètre initial de l'aiguille, l'angle de croissance et d'affûtage. Du coup, voici quelques photos qui défient le modèle de Brody d'Orsay. Par exemple, on peut voir dans la troisième photo que le diamètre du tube il grandit et non pas il ne se baisse pas. Et en guise de valeur artistique, on peut d'abord remarquer que la photo que j'ai utilisée dans la première diapositive, en fait, c'est une photo d'aiguille de glace, ce qui prouve que ces aiguilles de glace servent à quelque chose. Ils ont de jolies formes et du coup, si on peut comprendre le mécanisme de leur formation, on pourra vraiment faire de très jolies choses avec ça. Et voilà, merci pour votre attention.